Bonjour, nous voici maintenant dans notre troisième et dernière capsule pour vous aider dans le démarrage de votre entreprise. Merci d'être toujours avec nous. Mon nom, c'est Marie-Ève Ménard, je suis la directrice du service aux entreprises. Après avoir parlé de DEV, du fameux plan d'affaires, de vous avoir donné des pistes de solutions pour la recherche de votre financement, on va aujourd'hui aborder des questions un petit peu plus techniques et on va parler ensemble d'aspects légaux. Avant de débuter, il est super important pour moi de vous préciser que les informations qu'on va vous transmettre ne constituent pas des avis légaux. C'est toujours de votre responsabilité de bien faire les choses et de vous renseigner auprès des professionnels certifiés en fonction de votre propre réalité. Une des forces chez DEV, c'est de s'entourer d'experts et de pouvoir faire partager notre réseau de contacts avec nos clients. On réfère énormément vers des programmes gouvernementaux et les services des professionnels locaux. C'est pourquoi aujourd'hui, il était super pertinent et naturel pour moi d'avoir la compagnie d'un avocat. Je vous présente donc M. Maître Serge Girard, qui est avocat et fondateur du cabinet de services juridiques Force Légale, un cabinet spécialisé en droit des affaires situé à Vaudreuil-Dorion. Bonjour, M. Girard. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir parler à nos futurs entrepreneurs. On va parler de 4 formes juridiques principales avec vous aujourd'hui. On va commencer par les 2 premières, qui sont les plus communes au démarrage. Parlez-moi du travailleur autonome puis de l'entreprise individuelle enregistrée. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, il y a peu de différence entre les deux. On va parler de travailleur autonome essentiellement lorsque la personne va faire affaire en utilisant son prénom et son nom dans sa façon de se présenter à ses clients. Si, par contre, on veut utiliser un autre nom que le prénom et le nom de famille de la personne, à ce moment-là, on doit s'enregistrer auprès du registraire des entreprises. Et là, on va parler d'une entreprise individuelle. Mais dans les 2 cas, il n'y a pas de distance, on ne crée pas une entité différente ou distincte de la personne. Donc, la personne qui est en affaires est entièrement responsable de toutes les dettes de son entreprise. Super. Je vais mettre mon chapeau de CPA, mon chapeau de comptable, puis je vais compléter un peu M. Girard en mentionnant là, que puisque vous venez de nous dire qu'on n'a pas de création d'entité juridique distincte du propriétaire, d'un point de vue fiscal, ce qui est important de comprendre et de retenir, c'est que les bénéfices qui vont être générés par l'entreprise, les revenus moins les dépenses, ce bénéfice-là, ils vont être ajoutés au rapport d'impôt personnel de nos entrepreneurs, puis ils vont être imposés au taux des particuliers sur leur rapport d'impôt. Fait que ça, c'est quand même quelque chose à prendre en considération et à retenir. Tout à fait. Monsieur Girard, je me demandais, là, vous nous avez dit qu'on pouvait utiliser un nom, on pouvait s'enregistrer, utiliser le nom d'une entreprise. Parlez-moi donc un peu de ce nom-là. Est-ce qu'on peut choisir, est-ce qu'on a le libre choix de choisir le nom de notre entreprise? On a beaucoup de latitude, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. D'abord, il faut s'assurer que le nom qu'on va retenir n'est pas déjà utilisé par une autre entreprise. Ensuite, les mots qu'on va utiliser pour identifier notre entreprise ne doivent être ni grossiers ni offensants. On doit également s'assurer de ne pas induire le public en erreur. Par exemple, il ne faudrait pas donner un nom qui donne à penser que l'entreprise est aussi un organisme gouvernemental. Finalement, au Québec, on n'a pas le choix. Il faut que le nom de l'entreprise réponde aux critères d'application de la loi de la Charte de la langue française. Super. J'ajouterais aussi un petit truc, le service conseil, la conseillère en moi, j'aimerais ça partager avec vous ce qu'on a vu des fois avec des entrepreneurs. Allez taper le nom de votre entreprise sur Google, allez voir ce qui ressort, parce que des fois, il y en a qui ont eu des surprises. On pourrait aussi aller voir, est-ce qu'il y a des pages Facebook, des pages Instagram, même le nom de domaine. Allez voir pour réserver les noms de domaine pour votre futur site Web, parce que ça serait vraiment plate de bâtir une stratégie marketing, développer des logos, puis que vous vous rendiez compte là, à la fin de tout ça que vous êtes limité dans l'utilisation d'un nom. Maintenant, M. Girard, d'un point de vue légal, si le promoteur il veut travailler avec des partenaires, il veut avoir des associés, avant d'aller vers l'incorporation, est-ce qu'il y a une autre option? Oui, il y a plusieurs types d'entreprises. On pourrait, dans ce cas-là, exercer une entreprise sous une forme de coopérative. Mais je dirais que dans la plupart des cas, on va aller davantage vers ce qu'on appelle la société en nom collectif. La SENC, hein? La SENC. Vous êtes sans doute familière avec le terme associé. Donc,
les membres d'une société en nom collectif, ce sont des associés. Et les associés, entre eux, vont conclure un contrat d'association qui va permettre là, de gérer l'entreprise. Par contre, il faut comprendre qu'encore une fois, on ne crée pas une entité légale distincte des individus. Alors, les actionnaires, pas les actionnaires, les associés, entre eux, sont responsables des dettes de l'entreprise. Donc, d'un point de vue fiscal, c'est exactement la même situation que le travailleur autonome ou l'entreprise enregistrée. Les gens vont être imposés séparément sur leur rapport d'impôt au niveau des bénéfices. Puis ça va être en fonction de leur pourcentage de participation aux bénéfices, donc au taux des particuliers d'un point de vue fiscal. Tout à fait. Qu'en est-il, M. Girard, de la responsabilité illimitée entre ces partenaires-là? Qu'est-ce que vous recommanderiez à un entrepreneur qui a des associés de pouvoir faire d'un point de vue légal pour se protéger? Donc, je parlais tout à l'heure d'un contrat d'association. Dans ce contrat-là, on peut établir les responsabilités de chacun. On peut également répartir les parts autant au niveau des bénéfices que des pertes de l'entreprise. Par exemple, on pourrait avoir 3 associés où l'un est responsable pour 50 il obtient 50 des profits, mais est responsable de 50 des dettes, alors que les 2 autres sont responsables pour 25 chacun. Et entre les associés, c'est un contrat qui est valide. Par contre, par rapport aux tiers, ce contrat-là ne les lie pas. Alors, par exemple, un fournisseur qui n'aurait pas été payé, qui doit pourrait poursuivre tous les associés sans avoir à séparer sa réclamation selon les pourcentages que je viens de dire. C'est donc la responsabilité illimitée dans cette forme juridique. Oui. Maintenant, on va aller vers l'incorporation. C'est la création d'une entité juridique qui va être distincte. J'aime donner l'exemple aux gens super simple de dire que c'est comme si on mettait au monde un petit bébé, puis on devenait les parents de l'entreprise. Pouvez-vous me parler un petit peu de l'incorporation, M. Girard? Oui, j'aime beaucoup l'image. Parce que quand on incorpore une société par action, ou si vous préférez une compagnie, on crée une personne. Ici, ce sera une personne morale, mais cette personne morale-là peut exercer des droits civils de la même façon qu'une personne physique. Donc, l'entreprise incorporée va avoir ses propres actifs, ses propres revenus, ses propres dettes, et les actionnaires de cette compagnie-là n'ont pas de responsabilité personnelle pour les dettes de l'entreprise. Ça coûte combien, ça, s'incorporer? C'est aussi souvent la question de l'argent. On en a parlé au début, dans le coût de projet, il faut considérer ça. Donc, ça coûte combien s'incorporer si on le fait au démarrage? C'est une question qui est complexe. Il n'y a pas de réponse toute simple et unique. Il faut d'abord voir, est-ce qu'on considère seulement l'étape de la création ou est-ce qu'on regarde à plus long terme les coûts récurrents qui vont revenir d'année après année? Il est certain que l'incorporation va impliquer des coûts supérieurs à une entreprise individuelle. Par exemple, au moment de l'incorporation, on va trouver régulièrement des offres sur le marché qui vont se situer entre 500 et 2 000 $. Ensuite, à chaque année, il faut faire des états financiers, il faut faire par un comptable à ce moment-là, et des états financiers, mais également les rapports d'impôts, et il faut payer des frais au registraire des entreprises. Donc, il y a des coûts. Et c'est pourquoi il faut s'assurer que ces coûts-là sont justifiés par les avantages qu'on va aller en chercher. On va reparler un petit peu plus tard des avantages. Mais là, on va rajouter la petite touche comptable parce que M. Girard venait de nous dire qu'il faut faire affaire avec des comptables pour faire les états financiers, faire les rapports d'impôts. Parce que d'un point de vue au niveau de la fiscalité, je vais vous préciser que l'incorporation, la naissance de cette entreprise-là, la création de l'entreprise, ça va faire en sorte que l'entreprise va avoir son propre rapport d'impôt. Donc, va payer de l'impôt sur le bénéfice qu'il va générer au taux des entreprises. Ce taux-là est un peu est moindre que celui des individus. Puis que les propriétaires, eux, ils vont avoir l'option de pouvoir soit se verser des salaires à une fréquence ou à la fin de l'année, pouvoir se verser aussi des dividendes. Mais ça, c'est vraiment une stratégie, une planification fiscale que vous devez faire. Donc, vous allez avoir certaines options à ce niveau-là. Donc, M. Girard, maintenant, on a parlé des options de travailleurs autonomes, entreprises individuelles, incorporation. Dites-moi, est-ce qu'on pourrait
commencer là, avec une forme plus simple, puis éventuellement migrer vers l'incorporation? Oui, oui. On a de la souplesse dans la création de l'entreprise. Alors, il est possible de commencer avec une entreprise individuelle et éventuellement de passer à l'incorporation. Au moment où on le fera, il faudra faire, si l'entreprise a des actifs, il faudra faire un roulement d'actifs vers la nouvelle forme. Il y aura donc des formalités à faire, des coûts également qui seront impliqués à ce moment-là, sauf que ça nous permet de procéder graduellement et d'avoir toujours une forme qui est adaptée à la réalité du moment de l'entreprise. Justement, est-ce qu'il y a des signes, est-ce qu'il y a des indices pour les entrepreneurs ou des éléments à repérer qu'on pourrait se dire, bien là, c'est le temps de faire cette migration-là, d'aller vers l'incorporation puis de suivre ces fameuses étapes-là? Oui. Quand on se pose la question si on devrait s'incorporer, je dirais qu'il y a 4 grands axes de réflexion. Le premier, est-ce que ça va nous permettre d'avoir des avantages fiscaux? Alors, essentiellement, est-ce que les profits que va faire l'entreprise sont supérieurs aux revenus que les actionnaires ont besoin pour vivre? Si c'est le cas, on peut laisser de l'argent dans l'entreprise, de l'argent qui va être imposé à moindre coût que si on avait tout distribué. Et ça nous permet également, donc, de financer la croissance de l'entreprise. Donc, premier élément, l'aspect fiscal. Le deuxième élément, c'est l'aspect responsabilité. Alors, est-ce que les risques financiers qu'on prend dans l'entreprise, est-ce que les risques de poursuite par des tiers sont tels qu'on a besoin de la protection que donne la création d'une personne morale? Okay? Alors, plus ces risques-là sont élevés, plus ça milite dans le sens d'une incorporation. Troisième élément, est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est avec d'autres? Est-ce qu'on veut partager la propriété de l'entreprise? On l'a vu tout à l'heure que ce n'est pas possible pour une entreprise individuelle. C'est possible pour l'entreprise incorporée et ça ne se limite pas à des gens qui sont activement impliqués dans l'entreprise. On pourrait avoir des gens qui sont des investisseurs, si vous voulez, et qui ont une part de propriété de l'entreprise. Donc, troisième élément, la propriété. Et le quatrième, bien là, c'est plus en termes de stratégie de sortie. Éventuellement, un jour, est-ce qu'on veut vendre l'entreprise et est-ce qu'on veut avoir une structure qui va nous donner le plus d'options possibles? Dans le cas d'une entreprise individuelle, on est limité à la vente des actifs. Dans le cas d'une entreprise incorporée, on peut aussi vendre des actions. On peut vendre toutes les actions d'un coup. On peut le faire graduellement. Alors, on a beaucoup d'options qui sont offertes dans le cadre d'une incorporation et qui ne sont pas disponibles dans les autres situations. Et avant de conclure, M. Girard, est-ce que la forme juridique, là, on vient de parler des formes juridiques, est-ce que tout ça a une influence aussi au niveau des taxes? Puis là, je parle de la TPS-TVQ. Est-ce que ça a une influence? Bien, c'est pas le critère qui va déterminer si on doit aller chercher nos numéros de taxes. Vraiment, le critère, c'est l'ampleur des revenus de l'entreprise. Lorsqu'on atteint un certain seuil, on doit se doter d'un numéro de taxes TPS-TVQ, peu importe la forme juridique qu'on a adoptée. Écoutez, merci. C'est vraiment tout le temps qu'on avait ensemble aujourd'hui. J'en aurais pris encore, mais ce que je retiens vraiment de notre échange aujourd'hui, M. Girard, c'est vraiment, on invite les gens là, à aller voir, que ce soit un fiscaliste, que ce soit un avocat, vraiment d'aller voir des professionnels qui ont l'expertise de bien vous conseiller et surtout de trouver la stratégie qui va être vraiment adaptée à votre situation parce que il y a différentes figures de cas. Donc, on invite les gens à vous contacter ou à aller voir ces professionnels-là, puis vous allez être, tu sais, vous êtes aussi en service conseil vous-même auprès de vos clients. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment, vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous, M. Girard, ensemble, on a introduit le prochain sujet qu'on se fait souvent demander au niveau du démarrage et c'est la TPS-TVQ. Donc, je vais vous présenter actuellement ce que la loi nous donne comme nous dicte à ce sujet-là. J'espère que vous avez trouvé la discussion avec Maître Girard pertinente pour vous. Vous voyez vraiment toute la force de pouvoir vous entourer de professionnels. C'est important au démarrage d'aller chercher tous ces petits trucs-là, ces astuces-là. Ça peut faire la différence à long terme. On a conclu en parlant de TPS et TVQ ensemble. Laissez-moi là, en ce moment, vous introduire ce sujet-là en vous présentant ce que la loi dicte. Donc, l'inscription aux taxes est obligatoire pour toute personne qui va exercer des activités commerciales au Québec. On va partir de cette prémisse-là. Par contre, il faut comprendre qu'il y a certaines exceptions. Il y a certains secteurs d'activité, par exemple, quand je pense à l'alimentation,
les soins de santé, qui sont des activités qui sont exonérées de taxes. Donc, il faut vraiment vérifier selon les cas, selon ce qui s'adapte vraiment à votre situation. La loi stipule aussi qu'il y a une exception, une exemption d'être inscrit aux taxes quand vous vous qualifiez comme étant un petit fournisseur. Vous vous voyez alors octroyer un délai de grâce. Si vous générez moins de 30 000 de ventes pendant 4 trimestres consécutifs, là, peu importe c'est quoi votre année fiscale. Faites bien attention ici, on parle vraiment de vente. Donc, ce que vous avez facturé à vos clients et non pas des bénéfices comme on a parlé là, plus tôt avec M. Girard au niveau de la notion des impôts. On va regarder aujourd'hui, on va se demander, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, durant les 4 derniers trimestres, est-ce que vos ventes ont atteint ce fameux seuil de 30 000 $-là? Si la réponse c'est oui, il n'y a pas de questions supplémentaires à se poser, vous avez désormais l'obligation légale d'être inscrit aux taxes et d'aller chercher vos numéros de TPS au fédéral et de TVQ au provincial. À partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous devez inscrire ces numéros-là sur vos factures, collecter l'argent de vos clients et vous allez ensuite la remettre au gouvernement. Si la réponse est non, vous n'avez pas encore atteint ce seuil-là de 30 000 $, vous êtes toujours considéré comme étant un petit fournisseur. Ce n'est pas illégal d'effectuer des ventes sans taxe. Par contre, avant d'atteindre ce 30 000 $-là, ça pourrait être stratégique pour vous d'aller chercher immédiatement vos numéros de taxes dès le démarrage de votre entreprise. Ça pourrait devenir une stratégie gagnante. Je vous donne 3 petites circonstances dans lesquelles ça pourrait être gagnant pour vous. Donc, premièrement, vous pourriez profiter d'un remboursement des taxes sur les achats que vous allez faire dans votre entreprise. Donc, par exemple, si à votre démarrage dans votre coût de projet, vous avez beaucoup de dépenses, par exemple en lien avec l'achat d'équipement, l'achat d'inventaire, ça peut rapidement valoir la peine d'être inscrit aux taxes pour aller récupérer ces sommes-là. Vous pourriez aussi rehausser votre crédibilité auprès de votre clientèle. Surtout dans le cas, là, je pense, si vos clients, c'est des entreprises. Votre client, lui, il devrait connaître la loi. Il sait que ce n'est pas illégal que vous le facturiez sans les taxes, mais vous lui envoyez le signal, vous lui envoyez le message que vous êtes en mode de démarrage, que vous avez peut-être un petit peu moins d'expérience. Donc, on veut rehausser sa crédibilité puis on veut s'inscrire immédiatement à la TPS-TVQ. Finalement, troisième petite stratégie pour le faire immédiatement, ce serait pour ne pas avoir à hausser votre prix auprès d'une clientèle que vous allez avoir fidélisée. Quand le client est habitué de payer une certaine charte de prix, il est en confiance avec vous. Ils sont habitués de payer un montant. Ça serait plate de devoir, dans le temps, faire varier ce prix-là et devoir faire augmenter vos prix. Donc, on pourrait, dès le départ, choisir de fixer nos taux horaires ou les prix de nos produits, incluant les taxes. On évite des situations de changement auprès de votre clientèle. Aujourd'hui, on vient de faire ensemble le tour de 2 enjeux de conformité et de réglementation en lien avec le démarrage de votre entreprise. On a parlé avec Maître Girard des formes juridiques et je vous ai abordé le sujet des taxes. Vous ne pouvez pas ignorer la loi. Là. À partir de maintenant, vous avez, et je le répète, la responsabilité de vous informer et surtout de vous conformer. On vous laisse aussi sur le site de Dev une foire aux questions. Ça va vous aider à réviser les notions qu'on a vues aujourd'hui, puis on a même bonifié avec certains autres petits sujets. Je pense notamment aux assurances, l'embauche de ressources humaines. On est venu vraiment bonifier le coffre à outils au démarrage. À la lumière de ces 3 capsules-là, si vous vous sentez toujours d'attaque pour démarrer votre entreprise puis que la passion est plus forte que tout, vous avez la flamme en dedans de vous, n'hésitez surtout pas à mettre vos idées par écrit, commencez à préparer votre fameux plan d'affaires, bâtissez votre équipe d'experts professionnels qui vont vous aider à chacune des étapes. Puis nous, là, chez Dev, on veut vraiment faire partie de votre équipe de professionnels. On veut être là, on veut vous poser des questions, on veut aller à votre rencontre. Dernier petit devoir avant que je vous laisse, là, vous commencez à me connaître, des devoirs, j'aime ça en donner. Préparez votre première rencontre avec un conseiller de Dev, ayez tout en main, allez vous inscrire, allez réserver une rencontre avec une personne au service aux entreprises. Je ne vous l'ai pas rappelé encore aujourd'hui, mais je vous le redis parce que c'est vraiment important de le retenir. Nos services sont gratuits. On vous attend vraiment impatiemment. Mon équipe et moi, on vous souhaite vraiment la meilleure des chances, le meilleur des succès.
La chance, on la bâtit quand on est en affaires, puis on espère vraiment pouvoir vous accompagner là-dedans. Merci et à bientôt.